Voilà, c'est l'heure de votre émission de l'actualité sportive. Vous êtes bien sûr Gabon 24, Multisport 24. Nous allons parler pendant ces 26 premières minutes de football et surtout, et encore de football, notamment du football amateur avec le championnat de 3e division qui a débuté ce week-end, malheureusement avec un décès. Nous en parlerons tout au long de cette première partie. Pour en parler avec moi sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir Ronan Vono qui est chef de Desports à Gabon 24. C'est pas souvent qu'il est sur le plateau, mais il est là aujourd'hui et avec mon costume, la même couleur, je ne sais pas trop pourquoi. Ronan Vono, comment ça va? Je vais bien, Galem APC, et vous? Ça va très bien, week-end très mouvementé, beaucoup de choses se sont faites ce week-end au Gabon, mais pas seulement. Oui, à travers différentes disciplines, on a quand même eu un week-end assez mouvementé en sport. C'est vrai qu'il y a eu ce décès du jeune Jesse, mais on pense aujourd'hui qu'on a eu un beau week-end sportif. Un beau week-end sportif sur le plan national, mais également sur le plan international. Ronan Vono, je sais que vous êtes un pur madrilène, mais il est important quand même d'en parler de cette victoire du Barça. Face au Real, Ronan Vono. Il faudrait être un fou pour ne pas reconnaître que le FC Barcelone aujourd'hui, le vainqueur de la Super Coupe d'Espagne face au champion en titre, le Real Madrid, on va dire que c'est une belle équipe de Barcelone qui s'est imposée face à une équipe quand même de Madrid qui cherchait un second souffle, mais ce n'est que partie remise, sachant que chaque année, il y a cette compétition qui se déroule désormais en Arabie Saoudite. Voilà. Avec nous sur ce plateau, notre ami qui est désormais fidèle, Romaric. Alors, comment ça va? Ça va très bien, merci à vous de m'inviter une fois de plus pour partager ce magnifique plateau. C'est toujours un plaisir, Romaric, parce qu'on sait que quand on a Romaric sur un plateau, on est assuré d'avoir les bonnes informations en temps et en heure. Vous êtes un passionné de sport, que ce soit sur le plan national et international. Donc c'est toujours un plaisir pour nous, Romaric, de vous avoir sur le plateau de Gabon 24. Messieurs, on l'a dit, on va malheureusement, on va dire ça comme ça, débuter cette émission avec ce décès qui a frappé le championnat de 3e division qui s'est ouvert ce week-end. On regarde et puis on se retrouve derrière. Après des années d'attente, le championnat de Détroit reprenait ses droits sur l'étendue du territoire national. En l'absence du président de la fêtière du football gabonais, Pierre-Alain Monguengui, c'est la deuxième vice-présidente de la Fédération gabonaise de football, Ida Clémence Ossé, qui a procédé au lancement officiel de cette compétition pensée dans une nouvelle formule. Lors de la rencontre entre Gabon Télécom FC et AS Liba à Tchibanga, une rencontre offensive entre deux formations qui en voulaient pour un score final de 3-2 en faveur de Gabon Télécom FC. Je suis en joie parce que voir mon équipe jouer comme ça et les 3 mois que nous avons fait de préparation et jouer dans les jeux de transition, tout ça, je me dis que vraiment il y a quelque chose qui est en train de naître. L'équipe de AS Liba n'est pas faible parce que déjà j'ai étudié leur jeu. Il fallait que je brouille le système de jeu de l'adversaire parce qu'ils jouent avec des jeux de transition. Donc moi, il fallait récupérer le ballon plus en milieu de terrain pour jouer plus sur les zones et terminer avec des frappes dans le but. Parce que notre objectif, c'est de faire monter l'équipe de cette province en 2e division nationale. Moi, je leur ai demandé comment jouer en 2 styles. À l'explosivité, dès les premières 15 minutes, on a marqué les 2 buts. Parce qu'on a su que la défense adverse, les gars n'étaient pas prêts physiquement. C'est pas pour ça que je leur ai demandé d'exploser. Ça veut dire qu'il faut plomber dans le dos et jouer. Ça a payé. Mais à un moment donné, vous avez vu, eux-mêmes, ils changent de style. Ils veulent aller au même serré que les anciens en face. Parce que quand je regarde les en face, j'ai trouvé que c'est un des anciens joueurs. Donc ça veut dire que l'expérience est là. Ainsi, dans tout le pays, on a eu droit à des rencontres alléchantes. Pourtant, un match en particulier allait attirer toute l'attention. La rencontre des Aigles de Belinga contre Misimba FC au stade de Makoko dans la province de Logoué-Ivindo avait tout d'anodin sauf l'enjeu. Mais un fait va faire entrer le match dans une autre dimension. Alors que les deux équipes étaient à égalité, un but partout, les 20 dernières minutes des jeux vont être fatales à Franck Jesse Edou. Entré 5 minutes plus tôt, le sociétaire de Misimba FC va s'écrouler. Selon une source proche de l'équipe, citée par le quotidien L'Union, sans aucun contact et sans avoir touché le ballon, Franck Jesse Edungema va s'écrouler sur la pelouse. Amené d'urgence au centre hospitalier de Makoko, le décès sera confirmé par les médecins.
Après ce drame, la Fédération gabonaise de football, par la voix de son président, Pierre-Alain Nguengui, a adressé à la famille biologique de Franck Jessie Edungema et à son club ses sincères condoléances. De son côté, le ministre gabonais de la Jeunesse et des Sports, qui a également adressé ses sincères condoléances à la famille et pleuré, a indiqué que son département fera toute la lumière sur cet accident. À titre de rappel, 12 équipes ont été reparties dans 3 groupes de 4 formations pour le championnat national des 3, organisé par la Fédération gabonaise de football. Voilà, messieurs, de belles victoires, de l'émotion, mais également de la tristesse. On se souvient encore en 2017, Boapanga, en 2019, Herman Tiga. Aujourd'hui, c'est le jeune Jesse qui nous a quittés. C'est pas souvent facile, hein, Romaric, d'enregistrer de telles images. On vient autour des stades, c'est pour le jeu, c'est pour le spectacle. On ne s'attend pas toujours à ce que des personnes perdent la vie sur les terrains de foot. Oui, surtout pas là, surtout pas sur un terrain de football. On en parlait un peu en off comme ça et on se disait qu'on peut s'attendre à ce qu'on ait quelqu'un qui décède de suite d'un accident ou d'une maladie. On connaissait, on s'était déjà habitué, on s'était déjà préparé parfois à la nouvelle, mais pas aller jouer au football ou pratiquer le sport et puis quelque chose se passe comme ça, surtout que jusqu'à présent on n'a pas les raisons réelles de ce qui a causé justement cette mort et c'est souvent dommage. Moi je le disais que c'est des nouvelles que nous, les professionnels du sport, n'aimons pas annoncer. On aime bien être dans la dynamique de la joie lorsqu'il s'agit de sport, la dynamique de la santé. Et là, on parle d'une activité qui est censée vous permettre d'être en bonne santé et qui, malheureusement, vous voit décéder comme ça. On pense aux familles et pleurer et surtout, on se pose des questions en tant que journaliste, évidemment, de savoir ce qui n'a pas marché, mais en amont également, on connaît les conditions dans lesquelles se déroulent les compétitions au Gabon et il va falloir encore mettre, on va dire quoi, un peu plus de rigueur. Mettre en avant justement le manque de rigueur dans la pratique du sport au Gabon, dans certains préalables à la pratique du sport au Gabon et justement revenir sur la question des visites médicales. Justement, Rodnan Vono, cette question de visite médicale, à qui pour répondre, Rodnan Vono, voilà une famille qui a été endeuillée, malheureusement. Alors, nous avons discuté avec certaines sources, parce qu'il y avait cette question de savoir est-ce que la Fédération gabonaise de football avait exigé des clubs les visites médicales. Il s'avère que selon le cahier de charge de la compétition, dans l'article 2, les équipes provinciales auront rempli le formulaire d'engagement ainsi que le cahier de charge. Et ensuite, l'application régulière de ces équipes aux ligues implique d'une part qu'elles ont souscrit à une assurance pour les joueurs et dirigeants, d'autre part, et que les joueurs sont déclarés aptes à la pratique du sport après avis médical. Donc, selon notre source qui a contacté Misimba FC, effectivement, le club avait pris toutes les dispositions nécessaires. Donc, il y a eu des examens qui ont été faits. Après, nous avons contacté un médecin du sport qui nous a expliqué qu'il pouvait même s'écrouler de l'endroit où il était. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Le médecin nous a aussi expliqué qu'en fait, on a le cas de Marc Vienfoué, qui avait fait tous les examens possibles, mais pourtant qui s'est écroulé sur un stade. L'on sait que le club a fait son travail et que la fédération a également fait son travail. C'est dommage, c'est un fait de jeu, mais c'est triste. Mais au-delà des visites médicales, il y a aussi la question des ambulances médicalisées autour des stades qui se posent. Peut-être que si il y avait des précautions à ce niveau-là qui avaient été prises, on n'aurait peut-être pas... Je crois que les images parlent d'elles-mêmes, il y a une ambulance. Oui, est-ce qu'elle est équipée? Maintenant, est-ce qu'elle est équipée? Est-ce qu'il y a toutes les commodités pour prendre en charge parce que les premiers soins? Rappelons-le même que je crois qu'au niveau de Makokou, il y avait un problème au niveau de la chaîne de froid. Et c'est la FEGAFOOT et ainsi que le club de Misimba FC qui se sont attelés à rapatrier le corps sur Libreville. C'est dommage, vraiment. Même si c'est un championnat amateur, il faut qu'il y ait les conditions quand même requises pour un championnat professionnel. Ouais. Parce que c'est vrai que la différence entre le championnat amateur et le championnat professionnel, c'est simplement que les professionnels en ont fait leur profession, si je peux me répéter. Mais tout se court, tout se transpire, ce sont les mêmes efforts que l'on fournit. Il faut amener du professionnel dans l'amateur. Il n'y a que comme ça que l'on pourra peut-être pas arrêter
ou du moins ce genre d'incident, mais prévenir ce genre de cas. Justement, Romaric Rodney le disait déjà, même si c'est un championnat amateur, mais je pense qu'il y a quand même des préalables. Quand on parle de santé, qu'on soit amateur ou pas, il faut quand même qu'il y ait un certain dispositif sanitaire autour des stades pour essayer de pallier ce genre de situation. Oui, évidemment, parce que je ne vais pas dire professionnaliser l'amateur, ce serait comme de dire une chose et pratiquement son contraire, parce que la différence justement entre les deux catégories de contrats, c'est que le professionnel a un contrat de travail normalement comme tout employé d'une entreprise, avec ses avantages, avec ses bonus, avec tout ce qu'il y a autour, mais l'amateur, on va dire que c'est comme un intérimaire qui arrive et qui peut jouer à un moment donné, mais il a une autre activité sur le côté. Mais en termes de structuration du sport, il faut quand même prévoir ça parce que amateurs comme professionnels, on le voit souvent dans les coupes, se rencontrent et ils jouent au même football. On peut organiser une coupe du Gabon où on va avoir des clubs de D1 qui vont affronter des clubs de D3, etc., etc. Et donc, que vous soyez amateur, que vous soyez professionnel, vous avez le même temps de jeu, vous avez les mêmes règles en termes d'arbitrage, vous avez, je ne sais pas moi, tout ce qui est fait comme... Vous êtes tous susceptibles d'aller au contact, donc, de recevoir un coup de poing. Évidemment, ce qui est sûr, c'est que même si on va parler d'amateurisme dans la question de structuration des clubs, mais dans la question d'organisation en termes de compétition, il faut que les préalables soient effectivement mis en avant pour que les joueurs soient en sécurité. Merci à Rodney de nous faire remarquer que la fédération a fait ce qu'il fallait, que les clubs aussi ont fait, que le club, je préfère préciser, le club a fait ce qu'il fallait parce que nous on sait qu'il y a des clubs qui ont souvent du mal à répondre favorablement à ce genre de sollicitation, justement, parce qu'on se dit que pendant que les enfants jouent, c'est un peu comme si on joue au quartier, mais c'est le jour où il y a un drame comme ça qu'on se retrouve face à une responsabilité. On doit répondre devant la famille, on doit répondre devant la fédération, on doit répondre devant l'État. Le ministère. Parce qu'on parle du ministère qui diligente une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé, parce qu'ils doivent en répondre en tant que premier responsable auprès de la famille pour savoir ce qui s'est réellement passé et si tout avait été mis en œuvre pour que le joueur soit en sécurité. On va quand même rappeler que les visites médicales sont des visites médicales pour vérifier l'aptitude à la pratique du sport. Ce n'est pas un truc comme ça pour faire flashy. On va vérifier si vous êtes en bon état de santé, si vous n'avez pas d'antécédents. On va vérifier tout ce qui concerne votre cardio. On va dire quoi? Votre cardio, le cœur, les poumons et même l'oreille, la faculté d'entendre, de voir, de bien respirer. Si vous n'avez pas des antécédents d'asthme ou de bronchite, etc., on va vérifier tout ça pour se rassurer que lorsque ça commence, il n'y ait pas quelque chose qu'on puisse dire « Ah, mais il y avait telle chose et puis on n'a pas pu la remarquer à temps ». De toute façon, messieurs, malheureusement, ce championnat s'ouvre avec ce malheur, mais on est quand même tout heureux. Rodney Vono, ça fait plusieurs années déjà qu'on n'avait plus droit à ce championnat de 3e division. Aujourd'hui, c'est fait. On peut quand même se réjouir de ce lancement. Oui, on peut se réjouir du début ou du moins du lancement de cette compétition-là, parce qu'il y a eu une première édition en 2019, ensuite il y a eu la Covid-19, et après, on se demandait à quel moment on allait quand même relancer le championnat national des 3, parce qu'il faut dire que dans les ligues, ça a quand même joué. Ça a quand même joué pour les sous-ligues, etc. Mais il fallait lancer cette compétition-là, sachant que le monde amateur, les footballeurs amateurs sont plus nombreux que les footballeurs professionnels. Et c'est la base pour arriver au championnat d'élite. C'est la base. C'est le championnat amateur, c'est le football amateur. S'il n'est pas structuré, s'il n'est pas encadré, on aura du mal à avoir un championnat d'élite. On a aujourd'hui les plus grands championnats dans le monde. Vous allez remarquer que leur football amateur est limpide. Il n'y a pas de problème de structuration et on a aussi le problème d'autonomisation des clubs. On a souvent ce souci-là au Gabon. On a certains clubs qui sont très bien structurés du moins, et on a d'autres qui ont du mal à démarrer. Lorsqu'il y en a qui ont un cahier de charge, un siège, plusieurs catégories, il y en a qui n'en ont même pas. Donc on se retrouve à être club de nom. L'un des plus bels exemples en matière de professionnalisation du football, c'est certainement l'Angleterre. Parce qu'on a jusqu'à la 4e division, je crois, qui est professionnelle. Mais après, on a des championnats amateurs qui sont d'un niveau assez élevé. Voilà. Et on a également des droits de télé qui sont redistribués. Donc, on a des clubs qui peuvent vivre. On a le merchandising. Je me pose la question et j'aimerais qu'on me réponde combien de clubs ont, par exemple, une boutique.
C'est souvent la question que je me pose. Aujourd'hui, Gabon, je vois Romaric qui est en train de sourire quand vous posez la question. L'un des seuls clubs, si ce n'est le seul club qui vend des maillots, c'est l'Atlético Akanda. C'est un club féminin qui n'a même pas 5 ans. Donc, il faut qu'il y ait une restructuration de ces clubs-là. Il faut que l'on fasse revivre. C'est vrai que l'environnement même du football amateur n'est pas forcément le même que le football professionnel, mais il faut revoir les choses. Sinon, on aura du mal à avoir un championnat d'élite. Il faut revoir les choses. Romaric Rodnel l'a dit, parce que, qu'on le veuille ou pas, le football amateur est l'antichambre du football professionnel. On ne peut pas parler de football professionnel quand derrière les amateurs souffrent, je vais dire ça comme ça. Donc c'est une bonne chose et on espère que ça va aller dans la pérennité, mais également toutes ces questions que nous relevons aujourd'hui vont être réglées de manière à ce que nous ayons un football amateur compétitif. Oui, mais Gaël, l'une des choses que j'apprécie sur le plateau de Multisport 24, c'est qu'on a souvent l'occasion de revenir et de parler de structuration ou de B à bas, de A à Z, de façon simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre vouloir faire du sport de très haut niveau sans préparer ses bases. C'est-à-dire que le football amateur dont parlait Rodney, c'est là où tout le monde est censé aller puiser. On va avoir des joueurs qui arrivent de façon spontanée, je ne vais pas dire ex nihilo, mais qui ne passent pas par le chemin habituel, qui ne passent pas par les plus faibles catégories. Ils démarrent en D2 ou alors ils démarrent dans les centres de formation de ces équipes-là. Mais un joueur qui peut aller jusqu'au haut niveau, on va dire la plus grande partie des joueurs démarrent comme ça et puis ils gravissent les paliers. Certains sautent des paliers, ils peuvent partir du championnat amateur, sauter directement jusqu'en première division, mais c'est parce qu'on a vu que vous pouvez faire quelque chose. Et justement, c'est ce qui emmène les clubs à pouvoir bien se structurer en se disant, nous, on peut vendre des joueurs si on trouve le moyen de bien les exposer et de bien s'en occuper. Malheureusement, chez nous, on remet toujours tout sur le dos de l'État. Vous savez, moi, je suis un grand critique de l'État. Quand l'État ne fait pas bien ce qu'il a à faire, je ne vais pas avoir de mal à le dire parce que c'est mon travail. Mais lorsque on met beaucoup de charges sur le dos de l'État, moi, récemment, j'ai regardé un plateau où on a posé la question, un confrère a posé la question à un président de club, pourquoi toujours attendre l'État? Il a été incapable de répondre parce que c'est ce qui se passe avec la plupart des dirigeants du sport aujourd'hui, en tout cas ceux qui possèdent des clubs, surtout dans le football, parce qu'on est en train de parler du football, qui attendent de l'État des subventions qui leur sont promises. Et c'est aussi un peu la faute de l'État d'avoir habitué les gens à la facilité comme ça. Mais c'est ton entreprise, tu l'as ouverte, personne n'a fait d'appel d'offres pour te demander d'ouvrir une entreprise. Alors à partir du moment où tu es président de ton entreprise, tu dois la vendre, tu dois l'exposer, tu dois faire en sorte que les sponsors veuillent bien te faire confiance. Il parle d'Atlético Akanda. Il y a de cela quelques années, les clubs avaient quand même des endroits où on pouvait trouver des maillots. Moi, je vais citer l'exemple de Manga Sport. Les premiers maillots dont moi je me rappelle avoir vraiment vu quelqu'un porter avec son propre nom dans le dos, c'était Manga Sport. Mais je ne sais pas ce qu'ils font de leurs moyens aujourd'hui lorsqu'on sait qu'ils sont aussi l'un des clubs, peut-être le club le plus riche de ce championnat. On a un club de football de première division, on se veut professionnel et on n'a pas de boutique, ce qui est la base des bases en termes de communication et en termes d'échange avec les supporters du club. Comment voulez-vous avoir des supporters, des personnes qui achètent des tickets pour venir au terrain, pour regarder vos matchs et qui s'intéressent? On n'est même pas capable de venir au stade aux couleurs c'est dommage. Donc, si à partir de ce niveau, ce n'est pas structuré, en termes, comme on parle tout à l'heure de visite médicale ou de prendre soin des joueurs, moi, je ne vais pas donner de nom tout de suite, mais il m'est arrivé de regarder le championnat national passé. J'ai vu parfois des scènes où un joueur est blessé et on se demande si la personne qui va à son secours est réellement médecin ou il a été mis dans le staff médical juste pour la forme, il fallait remplir les formalités. Messieurs, on parle toujours de football amateur, justement avec la nécessité d'avoir un football amateur compétitif. On regarde ce reportage, on se retrouve derrière. Le football amateur est un tremplin vers le foot d'élite, voire professionnel. Il compte plus de pratiquants que le football professionnel et constitue la base de la pyramide. Il est donc primordial de mettre en valeur le football amateur. Avant de parler de football d'élite, ou bien de sport d'élite, on parle d'abord du football de base qui est l'amateur. Pour avoir une base solide au niveau de l'élite, il faut avoir une base, il faut avoir un projet structurant du football amateur, du sport amateur. Et ce qui va me permettre d'avoir un football d'élite bien solide et plus attrayant. Toujours, on ne peut pas commencer directement professionnel. Il faut toujours qu'il ait un cadre, qu'il puisse s'exprimer et puisse faire ses armes avant d'aller au championnat professionnel. Le championnat professionnel a ses exigences. De la manière de travailler, c'est les salaires. Donc quand tu commences
benjamin, tu commences cadet, tu commences junior, petit à petit, il est préférable de commencer par le championnat d'abord amateur avant de monter au championnat professionnel qui a beaucoup plus d'exigences. Donc c'est tout à fait normal que ce championnat professionnel amateur ait sa place. C'est normal et c'est bien que ce championnat ait été lancé. Si l'on distingue le footballeur professionnel de l'amateur et que le premier exerce son activité à titre de profession, il n'en demeure pas moins que le football amateur et ses nombreux défis requièrent une forte implication. Il est difficile aujourd'hui de parler du football professionnel sans parler du football amateur. Le football amateur, c'est la base. C'est la base parce que ce football constitue un vivrier important pour les sélections à grande échelle. Après, il faut quand même dire qu'au Gabon, le cas du Gabon reste quand même un tout petit peu énigmatique puisque définitivement on a l'impression en fait qu'on n'investit pas trop dans ce football-là qui est capable de nous produire des talents sur le plan local. On regarde avec beaucoup d'attention nos équipes sur le plan international. On va se rendre compte qu'on pioche beaucoup à l'extérieur, 3e, 4e division en Europe, on va piocher du côté de la Biélorussie et ainsi de suite. Mais on va se rendre compte que c'est peut-être le décalage des classes qui fait en sorte qu'on appelle ces joueurs-là. Mais sinon, fondamentalement, on peut trouver en fait des éléments ici sur place. Mais le plus important, en fait, c'est d'améliorer l'écosystème autour de ce football amateur. Le cas Jesse Franck et Dungema est également un signal fort pour que le football amateur soit réglementé comme le football professionnel et que toutes les dispositions soient prises pour que les conditions de participation soient optimales. Notamment le principe des visites médicales avant le début du championnat comme imposé par la réforme du National Foot 1 et 2. Voilà, nous parlions de la nécessité d'avoir un football amateur compétitif. Nous l'avons suivi, la réaction de nos confrères, qui, tout le monde est unanime qu'il est important aujourd'hui que ce football-là soit un peu plus regardé. Ça va peut-être nous éviter d'aller prendre des joueurs sans forcément vouloir faire injure à qui que ce soit, qui jouent en 4e division en Espagne, en Italie, venir jouer en équipe nationale. Si au niveau national, il y a une organisation parfaite, je pense que notre équipe nationale va également être de bonne facture. On se souvient, lorsque le Gabon a accédé pour la première fois en quart de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, on n'avait pas trop d'expatriés. C'était quasiment des joueurs qui jouaient à la maison. En 2012, lors de la CAN, Gabon-Guinée équatoriale, 60% de l'équipe nationale, c'était des joueurs locaux. En 2002, lors de la Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite et l'Allemagne étaient les seuls pays à avoir tous leurs joueurs qui évoluaient dans le championnat local. On a eu la même chose avec le Qatar en 2022. On a plusieurs cas. L'Égypte à plusieurs reprises a régné sur le toit de l'Afrique avec des joueurs locaux. Voilà, avec des joueurs locaux. On a pas mal d'équipes africaines qui ont réussi. Pourquoi? Parce qu'on a un championnat qui est solide. Déjà, le championnat d'élite qui est soutenu par un championnat amateur stable. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la FEGAFOOT a été réaliste. On va faire un championnat et on va avoir plusieurs zones et ensuite on va faire une phase finale. Il faut que les petits plats soient mis dans les grands pour que les choses se passent bien. Parce qu'après, ces joueurs-là, pour certains qui ont peut-être moins de 23 ans aussi, ce sont des potentiels sélectionnables, que ce soit en U17, en U23, ou bien dans les compétitions, que ce soit le CHAN. Si on n'a pas ce championnat local-là, si on n'a pas ce championnat amateur, on aura du mal à avoir un championnat d'élite. Donc, c'est une bonne chose aujourd'hui que l'État ait voulu professionnaliser la D1 et la D2, mais c'est encore une bonne chose que la FEGAFOOT prenne à bras le corps cette question du football amateur. 30 secondes, Romaric, peut-être pour clore avec cette question de la nécessité d'avoir un football amateur compétitif. Je ne sais pas s'il faut prendre même du temps pour dire aux gens ce qu'ils savent déjà. Le problème, c'est qu'on le sait déjà, mais il y a un souci dont on va cesser de parler, c'est que lorsque l'État met entre vos mains de l'argent pour faire quelque chose, il faut que l'État contrôle ce que vous faites avec votre argent. C'est aussi ce que je reproche un peu aux entités comme la FIFA et la CAF qui remettent parfois de l'argent à nos fédérations et qui ne vérifient pas que le moindre centime de cet argent est utilisé pour ce pourquoi on vous l'a donné, les championnats amateurs, les compétitions féminines également. Il y a des clubs qui n'ont pas, des clubs qui veulent se dire professionnels, mais qui n'ont pas de sélection féminine. Voilà, messieurs, malheureusement, 26 minutes, ça passe très vite. C'est la fin de cette première partie. On souffle quelques secondes et puis on se retrouve juste pour la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive.
De votre émission de l'actualité sportive Multisport 24 et pour ces dernières 26 minutes, j'ai le plaisir de recevoir, c'est vrai que ça faisait quand même un moment, elle n'était plus venue sur notre plateau, la présidente de la Ligue de l'Estuaire de basketball, Madame Grace Bekale. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous, Monsieur Mapis. Il y a tellement de choses, déjà que vous avez été reconduit pour un deuxième mandat. On espère que vous êtes ce soir sur ce plateau avec de bonnes nouvelles, notamment pour les amoureux de la balle orange. Oui, les nouvelles, il y en a, de bonnes et de mauvaises aussi. On fait la part des choses. D'accord, de toute façon, on espère qu'elles ne sont pas très mauvaises. Et puis, avec nous, pour nous accompagner, lui, c'est un habitué, c'est pas pour la première fois qu'il est sur ce plateau, Monsieur Cédric Maïla, qui est chargé de la communication de la Fédération gabonaise de taekwondo. Ça a bougé ce week-end du côté du Grand Libreville, on va dire comme ça. Monsieur Maïla, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. C'est moi, comme d'habitude, qui vous remercie de nous avoir invités, d'une fois de plus, de mettre en lumière le taekwondo gabonais. Le taekwondo se porte bien, on va le dire, puisque ce week-end s'est tenue la première AG. On rappelle que cette équipe est là depuis mars 2019, si mes souvenirs sont bons. Si ce n'est pas le cas, vous me... Non, c'est bien cela, c'est bien cela. Voilà. Depuis le 21 mars, 2021, pas 19. 21. Voilà, c'est bien cela. Depuis le 19 mars 2021, cette équipe s'est mise sur les fonds baptismaux. D'accord, et dans le cadre de la gestion de la Fédération gabonaise de taekwondo. Et donc, tout de suite, elle s'est mise à pied d'œuvre, notamment au travail. Et je crois que tout au long de l'émission, nous aurons l'occasion justement d'en parler, notamment sur les différentes activités qui ont été menées pendant l'exercice 2021. Ces activités qui, conformément au statut et règlement intérieur, nous ont amenés à organiser cette Assemblée générale ordinaire. Il faut le dire, elle n'est pas extraordinaire, elle est ordinaire. Et une Assemblée générale qui avait pour objectif principal de présenter au président de Ligue les différentes activités, le comment, le pourquoi de ces différentes activités et la façon dont elles ont été menées, souvent avec quelle finance également, nous en avons discuté. Et fort heureusement, l'ensemble des 7 ligues qui étaient présentes, les ligues provinciales j'entends, ont donné quitus aux différentes, c'est-à-dire aux 3 rapports, notamment le rapport moral qui a été lu par le secrétaire général de la Fédération gabonaise de taekwondo, le rapport technique qui a été lu par le directeur technique national et le rapport financier qui a été lu par le trésorier général de la Fédération gabonaise de taekwondo. Nous nous sommes retrouvés avec, on va dire quoi, des dépenses au total qui s'élevaient à 6 235 400 francs. Ce sont des financements propres. Vous savez, le taekwondo, en fait, à l'instar de l'ensemble des 3 grandes disciplines qui avaient satisfait à la régulation de leur cahier de charges, a reçu un montant, donc une modeste subvention qui leur permet de fonctionner. Écoutez, 52 millions, voilà, pour ainsi dire. Pour ainsi dire, simplement pour fonctionner. Voilà, pour fonctionner. Et dans le cadre de ce fonctionnement, c'est ce qui est évident, puisque notamment nous allons en parler, nous avons d'autres grosses initiatives, d'autres grosses compétitions, activités, j'allais dire, qui sont en perspective. Voilà, le décor est planté, on sait à peu près de quoi il s'agit. On va en parler tout au long de cette émission. On se tourne vers le basket, puisque parmi les fédérations, j'ai envie de dire réglo, avec le ministère, les fédérations qui ont rempli le cahier de charge, il y a également la Fédération gabonaise de basketball et à côté, la Ligue qui gère le basketball au niveau de l'Estuaire. Madame Grace Bekale, je me tourne vers vous pour vous demander comment se porte le basket au niveau de l'Estuaire. Alors, au niveau de l'Estuaire, le basketball se porte bien. Donc, nous avons achevé notre saison 2020 à notre mandat de 2020 à 2022 sur une note assez satisfaisante. Et là, on part pour un second mandat. Et la saison est censée débuter ce samedi. Et nous sommes en train de voir tous les contours pour que la reprise soit faite de façon agréable à tous. Voilà. Tant sur le plan administratif que sur le plan organisationnel. Alors dites-nous, comment la saison dernière s'est passée? Il faut dire quand même que c'était un peu, votre premier mandat était un peu difficile parce qu'il y avait la période de Covid, donc ce n'était pas facile de mettre des activités en place. Dites-nous comment vous avez vécu cette période assez délicate. Donc, pendant la Covid-19, ça nous a permis, surtout à moi, de prendre connaissance de mes prérogatives. Et donc, je me suis attelée à me mettre à jour sur le plan administratif. Donc, on s'est attelé à préparer également la reprise, notamment à essayer de mettre nos clubs à jour sur le plan administratif. Une fois que les mesures barrières ont été levées, on avait déjà tout préparé. On s'est justement
lancé dans la compétition. Ce qui a permis... Bien qu'elle a été courte, mais on a eu à faire de belles réalisations, je pense. Vous n'avez peut-être pas eu assez de temps pour mettre en place tout ce que vous avez comme programme d'action, mais car cela ne tienne, on vous a quand même reconduit. C'est dire que avec vous, il y a un certain espoir qui est né du côté des amoureux de la balle orange, quand on parle de la balle orange au niveau de l'Estuaire. Ben, avec les femmes, il y a toujours de l'espoir. On sait ce qu'on fait, on sait où on va. Et Votre décennie. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc nous, on va parler de Francis Ngannou. Je ne sais pas si vous le connaissez, Francis Ngannou, le Camerounais, champion du monde UFC. Tout a commencé difficilement pour lui, mais comme on dit dans la vie, il faut être persévérant. C'est toujours la fin qui compte. En chiffres, on regarde la stat de la semaine qui est consacrée à Francis Ngannou. Détenteur de la ceinture de champion chez les poids lourds depuis mars 2021 et sa victoire par KO contre l'Américain Stan Miocic, le Camerounais Francis Ngannou n'a pas renouvelé son contrat avec l'UFC. Opéré du genou en janvier 2022, Francis Ngannou, dont le contrat arrivait à son terme la même année, n'avait d'ailleurs plus combattu pour l'organisation depuis la défense de son titre face au Français Cyril Gane. Francis Ngannou quitte cette ligue en ayant combattu à 20 reprises pour 17 victoires et 3 défaites. Celui qui est né un 5 septembre 1986 a battu au Cameroun, quitte la ligue avec un ratio de 87% de victoires. Par ailleurs, 24% de ses victoires sont des soumissions et 6% l'ont été par décision. Ces 3 défaites ont toutes été des décisions des arbitres. C'est donc un combattant au sommet de son art à 36 ans qui quitte la plus puissante ligue de MMA, l'Ultimate Fighting Championship. Si Dana White, le patron de l'UFC, a affirmé hier qu'il avait offert à Ngannou un contrat en or, faisant de lui le poids lourd le mieux payé de l'histoire. Ce dernier a accusé son désormais ex-patron de sous-payer les combattants et de s'en mettre plein les poches sur le dos de ceux qui prennent des risques pour assurer le spectacle. Selon certaines sources, Francis Ngannou, qui est libre de s'engager où il le souhaite, a multiplié ses envies d'ailleurs, ne cachant pas son désir de combattre en boxe anglaise. Voilà la belle histoire de Francis Ngannou qui continue. Nous espérons simplement pour lui que davantage il va faire plaisir au continent africain. On rappelle que c'est un Camerounais. Nous on revient sur ce plateau puisqu'on a nos amis de la Fédération gabonaise de taekwondo peut-être revenir sur les différentes compétitions à venir, que ce soit sur le plan national ou le plan international, sans oublier de nous faire un petit récap, parce qu'il faut dire que l'équipe, les athlètes gabonais ont quand même pris part à certaines compétitions, notamment avec le mondial au Mexique, mais également il y avait Kigali. Les choses ne se sont pas forcément bien passées, surtout quand on parle du mondial. Malheureusement, on n'a pas enregistré grand-chose de ce côté-là, mais là également il y a un travail qui est fait pour que désormais des athlètes soient davantage mis dans les meilleures conditions pour des meilleurs résultats. Oui, merci Gaël. Oui, en effet, effectivement, il y a un travail qui est fait. Mais il faut dire que l'année écoulée et donc les différentes compétitions qui se sont succédées, certes, ont vu le Gabon participer, peut-être pas glaner des médailles, c'est-à-dire à la hauteur des espoirs qui étaient, sinon des attentes qui étaient les nôtres. Mais il faut comprendre que nous avons été confrontés dans le fonctionnement à beaucoup d'autres difficultés d'ordre structurel notamment. Voilà, donc vous savez, aujourd'hui, je le disais tantôt lors de mon dernier passage ici même sur votre plateau, que le taekwondo qui est en pleine mutation a aujourd'hui un nouveau système de notation. Ce sont les plastrons électroniques. Et les plastrons électroniques, par exemple, pour nos athlètes locaux, ont eu seulement l'occasion d'en être au contact lors de la dernière coupe d'Anthony Obama, voilà, qui a été organisée il n'y a pas longtemps. Donc le président se met à pied d'œuvre, avec lui toute son équipe, pour voir dans quelle mesure déjà il est question de nous approprier ce matériel important, notamment les plastrons électroniques. Donc mettre les compétiteurs vraiment au cœur, c'est-à-dire en contact régulier, pour que lorsqu'ils arrivent dans le cadre de ces compétitions internationales, qu'ils ne soient pas déphasés. Voilà, c'est de cela dont il est question. Et je vous assure qu'avec l'élan, le leadership, j'allais dire, et le modèle de gouvernance que nous propose l'actuel président de la Fédération gabonaise de taekwondo, nous y arriverons. Et donc, dans les perspectives, oui, nous avons par exemple la Coupe du Gabon.
Une Coupe du Gabon qui va se tenir probablement entre le 3 et le 5 février, donc du mois prochain. Une coupe du Gabon qui est généralement une tribune par excellence où on arrive à détecter des talents, parce que les talents ne sont pas qu'à l'estuaire, il y en a également à l'intérieur du pays, et donc c'est une plateforme, un cadre consacré, approprié pour pouvoir les détecter. À côté de ça, nous avons bien d'autres compétitions. Regardez, le Gabon, toujours par le moyen du leadership de l'actuel président de la Fédération gabonaise de taekwondo, Maître Denis Mbumba, nous avons réussi à obtenir l'Open du Gabon. L'Open du Gabon, et nous avons réussi à obtenir sa pérennité notamment, c'est-à-dire qu'il va s'organiser chaque novembre, voilà, chaque mois de novembre de chaque année. Chaque novembre de chaque année, voilà, je veux dire comme ça. Donc, et à côté de ça, il y a des compétitions d'appui que la Ligue de taekwondo de l'Estuaire organise. Et il y a d'autres compétitions que des promoteurs de taekwondo vont continuer à organiser. Mais ce qui est déjà évident, important de dire ici, c'est que nous avons élaboré un très, très grand programme, un programme d'activité qui va faire de telle sorte que les garçons vivent la compétition. D'abord sur le plan local, mais de façon régulière, de façon à ce qu'ils s'approprient les aptitudes, les conditions pour que finalement, il a dit, je parle là du président Denis Mbumba, il a dit lors de son discours d'ouverture du lancement des travaux de l'Assemblée générale, il veut, pour le compte de 2023, une équipe compétitive, voilà, une équipe bien rodée, bien huilée, mais je suis sûr que ce type d'ambition, on peut les atteindre avec le leadership, j'ai envie de dire comme ça, de l'actuel président et avec lui toute une équipe notamment. De toute façon, Gabon 24 va toujours être là pour essayer de vous accompagner parce que quand on parle de sport au niveau de Gabon, je n'ai pas envie d'accabler le basketball, mais quand on parle de sport au niveau de Gabon, le taekwondo a toujours fait honneur à la nation gabonaise, notamment avec Anthony Obam qui est aujourd'hui une référence. On a reçu ici Ruth Babi qui est championne, 6 fois championne du monde, championne d'Afrique, qui nous a rappelé qu'en réalité son amour pour le taekwondo est né grâce à Anthony Obam, c'est-à-dire qu'il fait écho même au-delà des frontières gabonaises. Et voilà, c'est toute une reconnaissance, vous voyez, vous faites bien de rappeler à l'opinion. Effectivement, nous avons reçu Ruth Babi, plusieurs fois championne du monde et autres. Mais je veux dire, le Gabon, le taekwondo gabonais est l'un des sports qui, quand il va à l'extérieur, sait toujours faire plaisir, sait toujours ramener des médailles. Regardez, dernièrement, il n'y a pas longtemps, le taekwondo gabonais a été sollicité dans son expertise. Le grand maître Lomo, expert fédéral, arbitre mondial de Pumseo. Pumseo, c'est ce qu'on appelle communément, trivialement, les katas. Ouais, voilà. Donc c'est un nouveau concept, une nouvelle discipline, en fait, on va dire, dans la discipline du taekwondo qui est née dernièrement à Kigali. Et il vous souviendra d'ailleurs que le Gabon n'en est pas sorti bredouille avec une médaille de bronze. Marc Béké-Alain, maître Marc Béké-Alain s'en est sorti avec une médaille de bronze. Donc le taekwondo gabonais est en pleine mutation. Dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions, soyez-en rassurés. Oui. Les athlètes, que ce soit côté administration, que ce soit du côté des arbitres, on espère justement que cette dynamique va continuer parce qu'il faut dire que le taekwondo a beaucoup souffert. Nous, sur ce plateau, elle est là parce que c'est la destinée de la femme. Il faut qu'elle nous dise des choses grâce à Békalé. Vous l'avez dit, samedi, c'est le lancement, c'est donc l'ouverture des saisons. Qu'est-ce qui attend les amoureux de la balle orange? Alors déjà, rappelez que cette saison, nous avons 20 clubs et 6 associations affiliées. Donc c'est un gros chantier qui nous attend à comparer à celui de l'année dernière. Le championnat est censé se dérouler de janvier à juin, donc sur une courte période. Il y a beaucoup d'aménagements à faire, surtout au niveau de la disponibilité des terrains, que nous n'avons pas forcément actuellement, sinon aujourd'hui acté. Et donc nous allons nous battre à ce que le championnat soit vraiment fait dans ses délais, on doit les respecter. Donc nous commençons samedi avec une belle affiche, il y aura certainement de beaux matchs cette affiche va être disponible certainement à partir de demain. Et donc on invite le maximum de personnes à se joindre à nous pour le démarrage de cette compétition qui commencera samedi 21 au Lycémba à partir de 14 h. Nous aurons aussi une belle affiche de finale de la Business League, qui est une compétition privée, mais ce sont nos partenaires. Donc, qui opposera le Prague à RTL Gabon. Donc, il y aura du beau monde. Nous aurons aussi l'organisation durant cette belle saison de la Coupe de la Ligue, qui n'a plus été faite depuis plusieurs années. Également, l'organisation d'un All-Star Game. Donc, sur cette période de janvier à juin, nous espérons voir aboutir chacun de ces projets à terme.
D'accord, mais je pense qu'il y a une étude qui a été faite, vous avez essayé de voir la faisabilité. Oui. On espère simplement que cela va arriver jusqu'à terme. Dites-nous, quand on parle de compétition, est-ce que c'est tout le monde confondu? C'est une catégorie bien précise? Est-ce qu'on parle de femmes? Est-ce qu'on parle d'hommes? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 nouvelles catégories cette saison, notamment les U13 et les U15 en féminin. Donc nous avons essayé d'harmoniser la pyramide des âges en fonction des catégories. Donc nous avons des U13, des U15 en masculin et féminin, des U17 en masculin féminin, non, en masculin uniquement, des U17, des U19 et des seniors, seniors hommes, seniors dames. D'accord. Donc un accent particulier va être... En gros, ça va nous faire quoi? Une 60aine d'équipes engagées sur toutes catégories confondues. Très belle... Pour 30 matchs environ par week-end. Par week-end? Oui. Pas quand même. Hein. Donc 30 matchs par week-end, c'est pas rien. Est-ce que les matchs vont se dérouler uniquement du côté de lycée Léon-Mba? Lycée Léon-Mba, Université Marbongo, Centre sportif de Sogatra, le terrain de la Comilogue au Vendo. On essaie un peu d'aller sur tous les arrondissements pour que le basket se joue, pas forcément concentré sur les terrains populaires, les terrains connus. Donc nous envisageons également de faire des formations, des initiations au basket dans les zones de Coco Beach et Ntoum. Voilà, on n'y a pas encore été. Et on espère vraiment que cette année, on pourra faire le tour de la province pour faire vivre le basketball. On l'espère également parce que généralement, quand on parle de l'estuaire, on a comme l'impression que ça concerne seulement Libreville, alors que Libreville ne fait pas l'estuaire. Il y a d'autres zones également qu'il faut toucher, vous l'avez dit, notamment Coco Beach. Le reste de l'actualité sportive, on parle de foot, on parle de hand, mais également de moto, auto, c'est maintenant. Le Britannique Christopher Froome a annoncé dimanche via une vidéo sa participation au Tour du Rwanda qui aura lieu du 19 au 26 février 2023. Né au Kenya, le quadruple vainqueur du Tour de France qui n'a plus disputé une course officielle UCI en Afrique depuis 2009. Porté par un Gavi des grands soirs, auteur d'un but et de 2 passes décisives, le FC Barcelone a dominé son rival, le Real Madrid, 3-1. Les Catalans s'offrent une 14e Supercoupe d'Espagne, alors que Xavi Hernandez s'adjuge son premier titre. Depuis 10 ans, Monsieur Dakar, c'est Nasser Al-Attiyah. Loin des 14 victoires de Stéphane Peter Ancel, Nasser Al-Attiyah est la référence actuelle en rallye raid. D'ailleurs, le Qatari s'est de nouveau imposé ce dimanche pour la 4e fois en 10 éditions. Et hormis un abandon en 2017, il est toujours monté sur le podium depuis 2014. Selon un rapport de 2018, les arbitres dont certains officient sur le mondial en cours auraient été impliqués dans le trucage de matchs. Sportradar, une société d'analyse des données sportives, a répertorié 26 matchs entre septembre 2016 et novembre 2017, certains entre sélection nationale et dans le cadre de la Ligue des Champions. Voilà, comme le hasard n'existe pas, on a la représentante de la Ligue de l'estuaire de basketball et puis Règle Sport cette semaine est naturellement consacrée au basket. Le sport de la balle orange est une fois de plus à l'honneur dans Règle Sport. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro consacré à l'anti-jeu appelé portée de balle. Aujourd'hui, pour en parler, nous serons accompagnés du directeur technique national à la Fédération gabonaise de basketball. Suivez-moi pour plus d'explications. Le portée de balle, c'est en fait un dribble irrégulier. C'est le fait qu'un joueur prenne le ballon pendant qu'il dribble et que sa paume, en contact avec le ballon, regarde vers le ciel. Ça peut encore être un dribble où le porteur de balle en dribblant dribble au-dessus de sa tête. Donc ces deux actions peuvent être considérées comme étant un porté de balle. Donc comme je disais, là c'est porté de balle parce que la paume regarde vers le ciel. Il y a porté de balle en ce moment. Deuxième situation, elle dribble trop haut, c'est un porté de balle. Si le dribble est trop au-dessus de la tête, généralement on dit au-dessus de l'épaule, mais sinon
même au-dessus de l'épaule, c'est acceptable. Mais si ça va trop au-dessus, au-dessus de la tête, c'est un porté de balle. Le porté de balle est une violation, parce qu'au basket, nous avons les fautes et les violations. Les violations, ce sont des infractions commises sur le règlement. Et les fautes, ce sont des infractions sur le règlement, mais qui impliquent un contact et qui impliquent l'adversaire. Donc le porté est une violation. Et quand l'arbitre siffle la violation de portée, la sanction, c'est juste qu'on remet le ballon à l'équipe adverse. Ce qui peut être conseillé aux joueurs pour éviter la violation de portée de balle, c'est d'éviter, pendant le dribble et pendant que le ballon est en contact avec sa main, de tourner la paume vers le ciel. Donc, on conseille aux joueurs de dribbler au niveau de la hanche et de garder toujours la paume orientée vers le sol. Cette violation est très souvent confondue à la reprise des dribbles. Qu'en est-il de la différence? Explication. La nuance entre le porté de balle et la reprise de dribble, c'est que le porté est un dribble irrégulier. La reprise de dribble, c'est un dribble qu'on a arrêté et qu'on a repris. Donc, ce n'est pas un dribble irrégulier, mais c'est le fait de reprendre le dribble de manière irrégulière. Alors que le porté de balle, c'est un dribble irrégulier. Elle arrête le dribble, elle reprend le dribble, il y a reprise de dribble. Pour qu'elle reprenne le dribble, il faudrait qu'un joueur prenne le ballon, le contrôle du ballon. Elle reprend, elle peut dribbler. La reprise de dribble, c'est aussi une violation. Quand la reprise de dribble est sifflée, on remet le ballon à l'équipe adverse. C'est la seule sanction. Et qu'en est-il du dribble à deux mains? Explication. C'est interdit de dribbler avec les deux mains. On ne dribble qu'avec une seule main. Si on veut dribbler avec l'autre main, on passe le ballon sur l'autre main et on dribble avec l'autre main. On ne peut pas dribbler avec les deux mains au même moment. Quand on a dribblé avec deux mains, c'est considéré comme étant une reprise de dribble. Parce que si on a le ballon dans les deux mains, c'est comme si on avait arrêté le dribble. Donc si on le frappe encore au sol et qu'on le reprend, c'est considéré comme une reprise de dribble. Voilà qui est dit, voilà qui est longuement expliqué sur ces deux phases de jeu que sont la reprise des dribbles et le porté. Nous espérons que plus rien ne vous échappera à ces niveaux. Salut, à bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, merci Andy pour toutes ces explications. On en sait un peu plus désormais. Allez, nous on va conclure cette émission. Malheureusement, 26 minutes, ça passe vite. On va revenir rapidement sur le million de fonctionnement qui a été donné aux ligues, mais également du matériel. On parle de taekwondo lors de l'AG. Monsieur Cédric. Oui, effectivement, la Fédération gabonaise de taekwondo s'est saisie des difficultés auxquelles sont confrontées, structurelles, organisationnelles, auxquelles sont confrontées les différentes ligues. Et donc, elle a décidé comme ça de ponctionner dans le budget de subvention qui lui a été alloué par le ministère, 1 million pour chaque ligue. D'accord? Et ça s'est fait dans la transparence d'ailleurs, 1 million pour chaque ligue au titre du fonctionnement de ces ligues. Alors, c'est quoi le fonctionnement? C'est naturellement pour la plupart, si elles peuvent s'octroyer, se trouver un siège, déjà, en province notamment, trouver l'occasion justement d'alimenter quelques compétitions. Voilà. Il y a également eu du matériel. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, la plupart des ligues sont véritablement à point sur le plan du matériel, hein, je veux dire, pour pouvoir organiser des compétitions en toute sécurité. Et tout ça, peut-être en 30 secondes, nous rappeler, c'est justement pour préparer également le mois de février. C'est l'occasion, voilà, justement, pour préparer le mois de février. Et dans le cadre de cette même préparation, nous avons également eu la tenue, il n'y a pas longtemps, du stage POMSEA, qui a vu 20 nouveaux cadres recevoir leur parchemin. Ce sont ceux-là également qui vont officier parce qu'il y aura également, au-delà du Kirogi, donc du combat, il y aura également quelques excursions en POMSEA. De toute façon, on souhaite bon vent à la Fédération gabonaise de taekwondo. On espère que toutes ces ambitions que vous avez vont voir le jour parce que le taekwondo a tellement souffert et c'est une discipline qui fait toujours honneur à la nation gabonaise. Merci d'avoir été sur notre plateau. On va terminer avec les femmes. Laetitia, Grace, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Laetitia, Grace. Alors dites-nous en 30 secondes, on parle également de subventions du côté... Oui. Alors la Fédération gabonaise de basketball a mis à disposition de toutes les ligues la somme de 500 000 francs
Malheureusement, nous ne sommes pas encore rentrés en possession de ces fonds, sous réserve du respect du cahier des charges qui nous a été mis à disposition, qu'on espère tout simplement respecter pour pouvoir entrer en possession des fonds qui sont alloués par cette fédération. Donc on retient simplement du côté de basketball de l'Estuaire qu'à partir de ce samedi 21 janvier, et ça jusqu'au mois de juin, on va vibrer tous les week-ends au rythme de basket dans les différents quartiers de Libreville, mais pas seulement. Exactement. En 30 secondes, oui, en 30 secondes, justement, c'était justement l'occasion pour moi de vous inviter à l'inauguration du nouveau siège, je vous l'ai dit, un siège entièrement équipé, multimédia et autres, totalement moderne, ce vendredi 21, c'est cela? 20. Voilà. Samedi 21, autant pour moi. Samedi 21, voilà, vendredi 20. Voilà, samedi 21, du côté d'Angonje, pour l'inauguration grandiose de la maison du Tekpeno. Ça veut dire que cette semaine s'annonce très mouvementée en termes de sport au niveau de l'Estuaire. Merci d'avoir été sur ce plateau. On espère justement être des vôtres le samedi et puis pourquoi pas nous retrouver lundi pour faire le point de tout ce qui se serait passé ce week-end-là. C'était votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.